Bon ben, pas de post-clope, on enchaîne. Hein. Partez pas, c'est pas encore fini. Ok, donc moi je vais vous parler d'une expérience qu'on a effectuée ici à Viadeo en fait. Migration de nos bases de données de Latin 1 vers UTF-8. Ça date du mois, on a fait ça au mois d'août, c'est ça, ouais, ça a duré 4 semaines, tout le mois d'août, et c'est l'histoire que je vais vous raconter. Donc dans toute bonne présentation, il y a un plan, pas dans celle-là en fait, hein, mais les principaux thèmes que je vais aborder, c'est pourquoi on a migré. Pour une histoire de charset et collation, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est succinctement, et les différentes problématiques rencontrées, les solutions trouvées, approuvées et éprouvées. J'ai mis quelques mots en anglais, ça fait style, rolling upgrade, switchover, on va en parler aussi. Et puis un petit résumé à la fin, en fait, de ce qu'il faut retenir. Dans toute présentation, il y a une partie chiante, là voilà. Je vais pas trop m'attarder, en fait, c'est mes bouquins, achetez-les, il faut que j'achète une moto. Donc le premier, je l'ai coécrit avec Arnaud. Arnaud, t'es où? Arnaud. Ah, pardon, t'es là, notamment, avec Pascal qui est à San Francisco. Le deuxième avec Stéphane, qui est passé tout à l'heure. Et Cyril, qui est dans le sud. Oui, juste un petit truc, mon blog de vulgarisation, non, pas les bouquins encore, le blog de vulgarisation en fait d'Azimi.net, sur lequel vous allez retrouver notamment les slides de ce soir. Alors, les missions qui m'ont été assignées, parce qu'en fait c'était mon cadeau d'arrivée. Quand je suis arrivé à Viadeo, on m'a dit, voilà, ça c'est pour toi, on a attendu que tu arrives, il y a ça à faire, donc ta mission principale c'est ça, hein, c'est UTF-8, si tu réussis pas t'es viré, voilà, ça mettait un peu la pression. Donc voilà, pourquoi convertir les données en UTF-8 ? Tout simplement parce que Viadeo c'est international, on est utilisé dans plus de 200 pays en fait, dont pas mal de pays avec des alphabets qui sont pas les nôtres, la Chine, l'Inde, la Russie, etc., etc., le Moyen-Orient, etc., etc. Donc voilà, ça c'était la mission principale. Puis on s'est dit, tant qu'à faire, on va convertir les tables, la majorité des tables en InnoDB. En fait, 70% de nos tables étaient en MyXAM. Donc InnoDB, pourquoi ? Je ne vais pas rentrer Ah, je sais pas, excusez-moi, j'ai pas vu le chrono. Ce serait dommage que ça dure 2 heures. Voilà, donc je compte à partir de maintenant. Donc voilà, convertir les tables en InnoDB, pour des raisons de performance, d'exploitabilité également, essentiellement. Et puis, tant qu'à faire un peu de tuning au niveau de la configuration des serveurs. Voilà, on avait 70% des tables en MyXAM, en mettant la majorité des tables en InnoDB, pas toutes, parce qu'on a des tables merge qui marchent avec du MyXAM, on a encore des index full text qui marchent jusqu'en 5.5 avec du MyXAM. Donc en mettant la majorité des tables en InnoDB, le tuning n'était pas tout à fait le même en fait, les paramètres ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, c'est l'histoire de charset et collation. Donc le charset, on peut le définir comme étant l'encodage d'un alphabet. Donc dans MySQL 5.5, on a 39 jeux de caractères différents. Le jeu de caractères par défaut, c'est du latin 1. Donc c'est ISO, c'est I8859-I-1, pardon. Donc c'est charset par défaut. En gros, un caractère égale un octet. C'est optimal entre guillemets pour l'Europe occidentale. Voilà. Sauf que nous on est présent un peu partout et donc il y avait un truc qui allait pas. Donc du coup, UTF-8, qu'est-ce que ça apporte ? C'est le charset dit universel. Donc qui est susceptible, qui est capable a priori d'encoder tous les jeux de caractères, tous les caractères en fait de toutes les langues de l'univers. Et donc là, parmi les changements, on a quoi ? On a un caractère peut être encodé sur un octet, 2 octets ou 3 octets. Des petites commandes MySQL pour montrer que voilà, le charset latin 1, voilà, l'Europe de l'Ouest, avec la collation, on y reviendra plus tard, et maxlength 1, un caractère, un octet, et pour l'UTF-8, ça peut monter jusqu'à 3 octets par caractère. Le problème de latin 1, en fait, je l'ai exprimé là, dans ce petit exemple. J'ai 2 tables. Une table createTable T underscore latin 1, createTable T underscore UTF-8. Et j'essaie de faire une insertion. Je vais insérer, en fait, ce caractère-là, qui veut dire merci.
vous savez tous. Et oui, confirmé. En fait, c'est Google qui me l'a dit. Et du coup, dans ma table, en faisant l'insertion de ce caractère-là, dans ma table UTF-8, ça marche nickel. En latin 1, ce qu'on avait avant la migration, on avait des points d'interrogation. C'est un peu joli, mais pas forcément très parlant. Donc voilà, la problématique, elle est là. L'autre partie, c'est la collation. Oui, demain, c'est le Beaujolais nouveau. Donc pour la collation, peut être définie comme l'ensemble des règles qui permettent de comparer et d'ordonner les symboles d'un alphabet. Bref, ça sert principalement pour le tri. Et la collation, en fait, est associée à un jeu de caractères. Pour chaque jeu de caractères, il y a n collations. Donc la collation par défaut pour latin 1, c'est latin 1 Swedish CI. Pour l'UTF-8, c'est UTF-8 Général CI. En fait, on va se rendre compte que chaque collation, donc ça joue au niveau du tri, mais il y a également un certain nombre de comportements différents et également une incidence au niveau de la performance. Au niveau du tri, par exemple, j'ai une table qui contient ces données-là, un U avec un petit chapeau, un U sans rien, un U avec 2 points, un umlaut, et un U avec un accent qui est de travers. Si je fais un order by sur ma colonne, donc ma fameuse colonne, avec la collation par défaut, ça ne change rien du tout, parce que si je ne le mets pas, c'est la collation par défaut. Si je fais le changement avec la collation allemand 1, CI pour case insensitive, en fait on s'aperçoit que ça ne change rien du tout dans cet exemple-là. Ok. Par contre, il y a quand même un petit changement. Si je fais le changement avec le tri, avec la collation allemand 2, et là par contre le umlaut il est tout en bas. Voilà, donc les mêmes données le même select sur les mêmes données ne donne pas le même résultat sur un order by en fonction de la collation. À suivre, en fait, on y reviendra en fait sur cette histoire de collation. Alors, donc nous on veut quoi? On veut convertir les tables. On veut les mettre, on veut passer de latin 1 à UTF-8. On veut changer la collation, on n'a pas le choix, donc ce sera une collation qui sera relative à l'UTF-8. Prendre la collation, pas la collation par défaut, mais la collation UTF-8 Swedish CI. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on était en latin 1 Swedish CI. Ça devrait être plus facile de passer en UTF-8 Swedish CI. Pourquoi pas? Et passer les tables à InnoDB. Ce qu'il y a de bien avec MySQL, c'est que c'est très simple à faire, une commande alter table. Voilà, je vous l'ai mise là, alter table, je fais ça pour toutes mes tables, le moteur InnoDB. J'ai mis 2 fois alter table, ça je le vire. Ma table, je peux le faire en plusieurs requêtes si je veux aussi. Ma table char7 UTF-8 et collect UTF-8 CDCI. Voilà, j'ai juste à faire ça et je suis peinard. Merci, des questions? Non, malheureusement, c'était pas si simple. C'était pas si simple, pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de contraintes en fait. Alors déjà, les premières contraintes, on est dans du réseau social professionnel, donc on manipule de gros volumes de données. Donc j'ai mis quelques chiffres, 1 million de nouveaux membres par mois, 250 000 demandes, blablabla, enfin bref, vous savez lire. Donc en fait tout ça, ça résulte d'un gros volume de données à traiter. Autre contrainte, le site c'est ce qui rapporte du pognon, c'est ce qui paye mon salaire notamment. Donc pas de site, pas de salaire. Voilà, donc l'idée en fait c'est de minimiser les arrêts de service en fait, faire en sorte qu'il y en ait le moins possible et s'il y en a, qui durent le moins longtemps possible. Donc ça c'est une contrainte aussi qui n'était pas négligeable. Et puis on s'est rendu compte que en fait on part sur quelque chose qui existe, donc il y a tout un passif. Voilà, il fallait se taper tout ça. J'y arrive. Et puis on s'est également heurté à quelques contraintes liées à MySQL, notamment comme la taille maximale des index qui est liée au moteur de stockage. C'est pas la même chose avec InnoDB et MyZam par exemple. Également les contraintes liées aux caractéristiques des char7 et collations, on y revient plus tard. Voilà, en gros on a une base où il n'y a pas de problème, tout marche bien, et on change, et ça marche plus. C'est ballot. Alors, c'est impossible. Oui, quelques chiffres.
Donc en gros, Viadeo à l'époque c'était une trentaine d'instances de MySQL réparties sur 5 clusters. Donc les clusters pour nous c'est des réplications simples, un master et n slave. En gros c'est 2 Tera de données réparties sur les 5 clusters. Environ voilà, 1 millier de tables, donc 70% en MySAM, et 5 milliards d'enregistrements. Dans la partie minimiser l'arrêt de service, en fait, grâce à la réplication, en fait, c'est possible avec 2 techniques qu'on va détailler. Voilà, les 2 mots anglais, rolling upgrade et switch over. En gros, ces deux premiers paragraphes, en fait, finalement, ça représente 20% de l'effort, à condition d'avoir de bonnes connaissances en MySQL. Et puis de savoir scripter en fait. L'autre partie, finalement, c'est plutôt ça la surprise, c'est l'héritage des données l'héritage en fait des données. Donc pour des raisons historiques, une partie des données n'était pas clean, en quelque sorte. Donc voilà, je vous remercie, les gars, les anciens. Oui. Là, en fait, je vais parler de la base de données, mais sauf que la base de données, toute seule, elle n'existe pas toute seule. Il y a un applicatif avec, et l'applicatif, lui, avait été migré il y a quelques mois auparavant. Et ça a eu pour conséquence, en partie, d'avoir, c'était pas le plus gros souci, mais d'avoir, en fait, des données avec des charsets différents dans la base. Ce qui n'est pas forcément agréable, parce que lorsque on change quelque chose en UTF-8 pour le mettre encore, pour le migrer en UTF-8, ça marche pas en fait, tout simplement. Donc du coup, il y a une grosse partie en fait de nettoyage à la main qui a été effectuée. Voilà, il n'y avait pas grand chose qui était automatisé à ce niveau-là. Et voilà, et pour ça en fait, il a fallu quand même une bonne connaissance de mes métiers, et merci aux anciens, donc ils étaient là. Alors, je vais détailler la première partie, donc la partie 80%. La deuxième partie en l'occurrence. Tac, donc voilà, ça va pas sur le mois de boulot, en gros, c'est 3 semaines de taf. Donc voilà, je vous en ai parlé, taille maximale des index. En fait, pour InnoDB, les index sont limités à 767 octets. 1000 octets pour donc taille maximale, 1000 octets pour MySAM. Donc on va passer directement à l'exemple. En fait, typiquement, voilà, j'ai une table, cette table-là, qui a un champ qui fait 256 caractères maximum. Tac. La T1. Jusqu'ici, tout va bien. Cette table-là, je la passe en UTF-8. Alors oui, j'ai un index unique dessus. Je la passe en UTF-8. Je tente de la passer en UTF-8. Voilà, je remonte là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, pourquoi? C'est trop long. Parce qu'en fait, le MySQL en fait, prévoit le pire. Donc j'ai 256 octets x 3, la taille maximale pour l'UTF-8, ça fait 768, qui est supérieur à 767. Le compte n'est pas bon. Okay, donc c'est des petits trucs comme ça. Alors, sur un index unique, j'ai une erreur tout de suite. Voilà, donc après qu'est-ce que je fais? Est-ce que je baisse la taille de l'index, ou est-ce que je retire le côté unique, ou enfin voilà, donc ça c'est des décisions à prendre au cas par cas. Et sur des index non uniques, en fait j'ai juste un warning, c'est l'exemple que j'ai là. Juste un warning, et lui en fait MySQL automatiquement va faire quoi? Va indexer la taille maximale en fait. Donc là ma colonne fait 256 caractères, mais MySQL indexe les 255 premiers. Donc du coup, x3, je suis à 760... donc vous êtes bon en maths, donc je suis en dessous. Ok? Parmi les problèmes aussi qu'on a rencontrés, qui nous ont pris pas mal de temps, alors, juste avant de parler des problèmes, le process. Alors comment on a procédé en fait? L'idée c'est que, bon, on s'est pas attaqué tout de suite au gros morceau, on a commencé à bosser sur un échantillon représentatif en fait des données. Lancer les différents scripts pour migrer, et on a eu pas mal de problèmes de duplicate key entry, alors que les données n'ont pas changé, les données sont les mêmes. On modifie la structure de la table, et là on a une erreur de ce type-là, donc c'était un peu bizarre. Donc l'idée c'était d'identifier les enregistrements problématiques. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de caractères qui posaient problème.
c'était pas si simple, on verra comment juste après. Et bah, la meilleure façon de prouver en fait c'est de faire des requêtes SQL. Sauf que faire des requêtes SQL sur des gros volumes de données, bah, ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours si elles ne sont pas optimales. Donc après, une fois qu'on a identifié le souci, c'est traiter le problème. Donc traiter le problème, c'est là encore, c'est au cas par cas, en fonction du problème, tel traitement, et dans certains cas, c'est quoi, soit modifier l'enregistrement, soit le supprimer, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, en détail, ça donne ça. On s'est rendu compte qu'on a rencontré en fait un certain nombre de caractères bizarres dans les datas, en fait, le code ex de ces caractères-là, à 0, à 0,20, etc., qui était à la fin de pas mal d'enregistrements. Donc qu'est-ce que ça faisait là? Aucune idée. Donc l'idée en fait pour les récupérer c'était ça. Donc là je fais une recherche sur l'URL, je récupère, donc j'inverse l'URL, etc. Je récupère le caractère et je récupère en fait l'ID de l'enregistrement. Donc pas mal de scripting. Hein. Une fois qu'on a la requête, on la script assez facilement. Donc là ça me remontait les enregistrements à traiter et après je fournissais ça au dev qui faisait le bon choix. Le traitement en l'occurrence. D'autres problèmes bizarres. Là par exemple j'ai le membre Pikachu avec un Y qui glisse dans la table. Donc là j'ai ma table, voilà. Dans le champ surnom en fait je fais une recherche sur Pikachu. Tac tac tac. Là en fait donc j'ai Pikachu avec un Y, et là j'ai Pikachu avec un Y umlaut. C'est différent, donc ça passait très bien. Et là, hop, j'essaie de migrer en UTF-8 avec ma collation qui va bien. Et là j'ai une erreur. En fait il me dit que Pikachu, le mignon petit chaton là, c'est le même que le mignon gros chaton qui est à côté. A priori non. Autre problème, peut-être encore un petit peu plus vicieux, c'est que là, les mêmes données, en fait, ça marchait, donc a priori elles ne sont pas les mêmes. Et là j'avais un souci en migrant. Donc là c'est pas forcément très visible, mais on s'aperçoit qu'il y a un espace en plus, il y a un truc en plus là à ce niveau-là. Et là finalement, ça c'était les cas où on avait un caractère en latin, l'autre en UTF-8, ou enfin pas le même encodage en fait. Et en passant UTF-8, ça passait pas. Et donc en fait, je préfère le deuxième exemple, le petit chaton également à gauche. Et donc finalement, en fait, en migrant, en changeant de charset et donc de collation, on s'est rendu compte qu'en fonction de la collation, certains caractères différents étaient identiques. Alors, c'est quoi ce beans? En fait, deux lettres différentes peuvent être identiques. Un petit test simple dans MySQL, un select, la chaîne de caractères U est-elle égale à la chaîne de caractères umlaut? U umlaut, pardon. Là, je teste avec la collation UTF-8 générale CI, donc la collation générale par défaut du UTF-8. Il me dit 1, donc c'est vrai. Pour lui, ça c'est pareil. Ok. En UTF-8 SODI-CI, le même contrôle en fait, il me dit que c'est différent. Ok. En binaire, il me dit que c'est différent. Là, si je teste avec le E et le E umlaut, il me dit quoi? Que c'est considéré comme étant le même caractère en UTF-8 General CI et en UTF-8 SODI-CI. Donc en fait, dans certains cas, certains enregistrements passaient très bien l'étape de la conversion et d'autres pas du tout, juste à cause de cette histoire de collation en fait, de différents traitements liés à la collation. Oui. Autre chose bizarre, en fait, on peut se dire de façon assez naïve que latin SODI-CI, ça se comporte de la même façon que UTF-8 SODI-CI. Il y a quand même pas mal de caractères qui se ressemblent. Eh ben non. Eh ben non, là encore, j'ai pris des exemples, les mêmes exemples en fait. On s'aperçoit qu'en latin SODI-CI, en UTF-8 SODI-CI, U est différent de U umlaut, nickel. Par contre, différence d'appréciation pour des collations qui ont finalement le même nom mais pas dans le même charset. Et autre point à prendre en compte, alors nous ça nous a pas vraiment, on s'est pas basé sur soi pour faire le choix. En fait finalement on a pris la SODI-CI parce que c'était celle qui avait quand même le plus le comportement qui était le plus proche de
du latin sur l'ICI, en fait. Mais j'ai pas mis les tests de toutes les collations, mais en fait, en fonction de la collation, il y a également des différences de performance. Donc là, j'ai utilisé la fonction benchmark de MySQL. Je fais tourner 100 millions de fois, un truc comme ça, pour avoir un chiffre parlant. Et en fait, en fonction de la collation, UTF-8 en bin, par exemple, ça dure que 20 secondes. En SolidCI, ça dure près d'une minute. Okay, donc si les performances sont importantes pour vous, le choix de la collation a une incidence aussi par rapport à ça. La collation toujours, je crois que ça doit être le dernier slide dessus. Un problème qu'on a eu également, c'est lors de jointures avec des tables qui n'ont pas la même collation. Donc là, j'ai une table City qui a un UTF-8 SolidCI, et puis là, j'ai une table Country qui est en UTF-8. Donc il n'y a pas la collation, donc c'est celle par défaut, c'est-à-dire UTF-8 General CI. Voilà, il n'est pas content. Illegal mix of collection. Donc une façon, là, il y a un contournement relativement simple finalement. C'est de préciser en fait collect et de choisir une des deux collations, tout simplement. Voilà, donc ça c'était une toute petite partie dans la présentation, mais c'est vraiment ce qui nous a pris le plus de temps. Dans les 20% de l'effort, voilà, c'était finalement assez rapide. Alors, le rolling upgrade, c'est quoi? Je pense que le schéma parle de lui-même, mis à part le fait qu'il soit beau. Voilà, donc là en fait j'ai quoi? J'ai mon cluster en fait, qui est tout est en latin, donc je commence par lancer mon script de migration sur un des slaves. Donc voilà, ça permet de tester la migration et le processus de migration et de le valider. Puis après, une fois que je suis content, je remets le slave dans le pool, il se remet à jour, et je fais ça sur les autres slaves. Donc d'un point de vue application, finalement, c'est transparent, pas de coupure de service. C'est ça qui nous intéressait. Les étapes, en fait, sont les suivantes. Donc, dans notre script, en fait, on a essayé de faire en sorte que ça se déroule le plus rapidement possible. Pour donner un ordre d'idée, en fonction du cluster, tous les clusters n'ont pas les mêmes données. En gros, ça pouvait aller d'une vingtaine d'heures à près de 48 heures en fait. Donc l'idée c'était de faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Donc au niveau de l'optimisation des performances de la migration, l'idée c'est de minimiser au maximum les IO disques et également de maximiser l'utilisation des buffers utilisés lors des différentes étapes. Les différentes étapes que voici, donc extraction des données, les transformations nécessaires, donc changer le moteur, changer la structure, donc le charset, la collation, éventuellement changer la structure de certaines tables, réimporter les données, et pour les tables MyExam, en fait, il fallait faire un petit repair table dessus, parce que sinon elles n'étaient pas contentes après. Et après également, donc comme je vous l'ai dit, parmi les missions secondaires, il y avait également optimiser au mieux le serveur, et puis remettre également les buffers qu'on avait changés à leur valeur d'origine. Et puis la réplication, donc sur chacun des slaves, c'était l'arrêter au début, faire le process de migration, et puis la démarrer. Okay, tout ça en scriptant bien sûr au maximum. Alors, la première phase, optimiser les performances de la migration, minimiser les IO, maximiser l'utilisation des buffers. L'idée c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'écriture qui ne servent à rien en fait. En l'occurrence, je sens que je vais mourir. Il y a du champagne ? Alors, minimiser au maximum les IO disques, donc c'est de désactiver en fait tous les logs qui servent à rien. Donc en gros tous les logs généraux, tous les logs serveurs, le log binaire, le Sucuri log, general log, etc. Pour InnoDB également, faire en sorte de minimiser les IO disques.
quelques paramètres. Donc, je vous laisserai aller dans la doc pour regarder plus en détail ce que ça donne. Mais l'idée, c'est vraiment minimiser les IO disques. Quelques buffers aussi qui peuvent jouer. Celui-là, par exemple, pour les load data infile, donc l'import des données. Celui-là pour les create tables, enfin les create index, alter table, etc. Et puis, voilà, ça aussi, lors du dump. Ok, donc ça c'est la phase minimiser les IO. Et puis, ouais, dans le script on a également mis ça, changer le charset par défaut des databases en fait, hein. Tout simplement, UTF-8 et la collation qui va bien. Au niveau de notre phase d'extraction, transformation et chargement, en gros, hein, acronyme de TL pour ceux qui connaissent, c'était un peu ça dans l'esprit. Donc, ça va faire plaisir à Cédric, MySQL2 pour récupérer les données. En UTF-8, ex-blob, on avait du blob. La première fois, on avait oublié de le mettre et voilà, mettez-le. On a utilisé -t en fait, qui permet de ne pas avoir le dump classique avec des inserts, mais d'avoir les données stockées sur format texte brut. Voilà, donc les données sont en colonnes séparées par des tabulations. Alors pourquoi ce choix? Parce que déjà, et la réponse est quelque part par là, voilà, elle est là, tout simplement, en vert. Donc l'import des données, donc en gros il y avait deux solutions, soit on laissait les données dans les tables et on faisait la tier table qui va bien. Voilà, donc ça c'est pour une table qui a de 12 millions d'enregistrements, 31 minutes. Donc on s'est dit, il est mieux vider la table avant. Et une fois vidée la table, donc on changeait la structure à vide, beaucoup plus rapide. Et puis après, une fois vidée, il faut la remplir, c'est le problème. Donc pour la remplir, deux solutions. Soit on fait un MySQL dump normal et on remplit avec des requêtes insert, etc. Ça donnait ça, 26 minutes. Ou soit on utilisait MySQL import, donc le chargement des données brutes, texte brut. Et c'était là, dans mon exemple, 2 fois plus rapide. Ok? Donc voilà, c'était la méthode la plus rapide. Et puis, la dernière phase, donc voilà, remettre les buffers à la bonne valeur, optimisation diverse. J'ai pas tout mis, bien sûr, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de mettre ça dans la conf par défaut, dans le fichier de configuration, parce que c'est pas la conf par défaut, justement. Enfin, ça, si, en MySQL 5.5, mais ça, non. Donc voilà, pour s'assurer que si jamais on crée une table sans mettre les bonnes informations, d'avoir ça, en fait, ça marche pas. Quand vous créez une table en InnoDB, spécifier, en fait, on s'est rendu compte qu'il faut spécifier ça, il faut également spécifier ça. Si je spécifie que le charset, il ne mettra pas la collation par défaut. Enfin, il ne mettra pas cette collation-là, mais celle par défaut. Intéressant pour nous, skip slave start. En cas d'arrêt de la réplication, de redémarrage du slave, pardon, la réplication ne redémarre pas automatiquement. En gros, le slave s'est arrêté pour une raison, à cause d'un crash ou une raison inconnue. On veut redémarrer nous-mêmes, mais avant de redémarrer, s'assurer que tout va bien. Et puis, un petit point intéressant que j'ai mis aussi, c'est ça. Donc, je sais pas s'il y en a beaucoup qui utilisent MySQL avec d'anciennes façons d'hacher les mots de passe. Moi j'en ai rencontré pas mal. Trop. Voilà, donc j'ai juste mis ça. Il y a un petit script qui se trouve très très facilement sur le web. Et en fait, on peut craquer en moins de 40 minutes les mots de passe. Donc notamment celui du mot de passe root. Alors ça dépend du nombre de caractères qu'il y a dans le mot de passe, soit. Mais l'ancienne façon de hacher, donc c'était la façon de hacher les mots de passe jusqu'en 4.0. Donc c'est vieux, vous n'avez aucune excuse. Et par souci de compatibilité, on va dire, et surtout de fainéantisme poussé, on peut garder cette façon de hacher toujours en mettant all password égale 1 et c'est pas du tout sécurisé. Voilà. C'est beaucoup moins sécurisé. Le switch over. Donc là le but c'est de limiter au maximum l'interruption de service. Donc, on s'est arrêté à cette étape-là. Tous les slaves sont en UTF-8. Juste le master à passer en UTF-8. L'idée en fait, c'est assez simple. Je prends un slave, je le fais devenir un master. Le master, je le retire. Je fais ce que j'ai à faire, je le remets. Et après, il se met à jour, tout simplement. Alors comment ça marche? C'est assez simple en fait.
Il y a juste quelques étapes, enfin, il faut juste faire les choses bien, tout simplement, mais ça reste assez simple. Donc l'idée déjà, c'est d'arrêter toutes les écritures sur le master. Donc il y a plusieurs étapes. Là j'ai montré que la partie MySQL, mais donc nous on a fait ça un dimanche. Merci Christophe. Donc en gros il faut arrêter toutes les écritures sur chacun des masters. Donc il y a tout un travail à faire hors MySQL. Mais on peut aider un petit peu Enfin, MySQL peut également avoir sa part du boulot en disant déjà ça, set global read only égale on. Donc je mets mes serveurs en read only. Sauf que ça ne fonctionne pas si pour les utilisateurs qui utilisent le droit super. Vulgairement on va dire root utilise le droit super en général. Et beaucoup d'applications utilisent root ou un utilisateur qui a le droit super. Donc du coup ça peut ne pas servir. Alors un moyen de s'assurer qu'on est tranquille normalement, c'est ça. Flush table with readlock. Je mets tout mon serveur en read-only finalement. De fait là, j'ai interdit toutes les écritures. En fait, je verrouille toutes les tables. Ça peut prendre un petit peu de temps pour prendre le verrou. Et voilà, je verrouille toutes les tables. Il faut juste s'assurer que la session ne se termine pas. En fait, tout ce que je vais faire après doit être dans cette même session là. Après, alors je fais quoi? Je récupère les informations du log binaire en fait du master, donc qui va devenir l'ancien master. Donc sur master statut, je récupère la position et le fichier. Donc dans le log binaire, où est-ce qu'il s'est arrêté, où est-ce qu'on en est, pardon. Voilà. Et ça en fait, ça me sert à quoi? Ça me sert en fait à dire au slave, alors ce sera le slide d'après, de s'arrêter à cette position-là. Donc en gros, là il n'y a plus d'écriture sur le master, donc il ne va plus bouger. Je veux dire au slave de continuer jusque là. Alors on verra, la fonction est assez sympathique, mais juste avant, si je vais aller un petit peu plus loin, ça j'ai rajouté, nous on ne l'a pas utilisé parce que on n'avait pas eu besoin, mais je peux également faire quelque chose qui ressemble à ça, dire vérifier en fait toutes les requêtes qui tourneraient encore et qui seraient en pending en fait, et les killer en fait, par exemple. Je peux le faire comme ça. Donc ces deux informations là, j'en ai besoin. Là, cette fonction, select master post wait, là en fait, je la lance sur le slave et il me redonne la main quand le slave a tout récupéré. Voilà, donc je lance, j'attends, tranquille, peinard. Donc là je le lance, ah oui, j'ai fait les choses bien. Ah, c'est mon master, celui qui va devenir, qui sera plus master. Dans mon exemple, j'ai trois serveurs, donc 2 slaves. Ça, je fais ça sur tous les slaves, tranquille. On me redonne la main quand le slave est synchronisé. Une fois que le slave est synchronisé, j'arrête la réplication. Là, dans mon exemple, j'ai dit que c'est B qui sera le nouveau maître, donc je prends ces informations de log binaire. Donc bien sûr, il faut que le log binaire soit activé parce qu'il va devenir master. Et ces informations-là vont me servir à quoi? À paramétrer les autres slaves, tout simplement. Donc les autres slaves deviendront le master, les autres slaves deviendront le slave de ce serveur-là, qui sera donc le master. Suivez toujours? Nickel. Pour tous les nouveaux slaves, je vais initialize tout et je lance cette commande magique qui leur dit slave, ton nouveau master c'est B en l'occurrence. Voilà. Puis après je démarre et sur c'est quoi ça? C'est le nouveau master. J'efface les reliquats d'informations sur son ancien maître en fait, tout simplement. Donc ça reste assez simple. C'est d'autant plus simple si vous lisez mon bouquin. En fait, j'ai pompé là-dedans. J'étais obligé de parler des sources, sinon je risquais un procès. Voilà. Alors, en résumé, je suis dans les temps. En résumé, les points importants. Connaître ces données. Donc ça, effectivement, ça aide. Ça fait gagner pas mal de temps pour résoudre les différents problèmes. Nous, ça nous a permis de traiter les problématiques au cas par cas de data, comment il fallait modifier, qu'est-ce qu'il fallait virer, etc. Respecter les données. Oui, respectez-les. C'est important parce que de toute façon, tôt ou tard, on le paye. Voilà, moi je l'ai payé à mon arrivée. Mais voilà, parce que c'est vrai que souvent la base de données est vue comme un truc qui stocke, c'est vrai, ça stocke. Mais des fois, il y a des choses qui changent, et là c'était quelque chose qui changeait, et les données qui n'étaient pas bien, qui n'avaient pas été respectées, se sont vengées à ce moment-là. Donc on a fait un premier nettoyage, mais voilà.
Connaître l'outil qu'on utilise, ça aussi, hein, c'est assez classique. Mais ben là, typiquement, les char-sets, ça reste très simple. Les collations, c'est très simple on va dire, dans la théorie. En pratique, il y a quand même pas mal de petits cas à connaître. Voilà, donc MySQL, c'est très bien, beaucoup d'avantages. Il y a également des limites, bien sûr. RTFM, hein. La doc, il n'y a que ça de vrai, tout est dedans, enfin, pas tout, mais une grande partie. Voilà, puis les petites techniques utilisées, voilà, le rolling upgrade, le switchover, à connaître aussi. Ouais, ça aurait été bien, ça nous aurait fait un petit peu moins de boulot. Surtout moi. Et puis ça aussi, merci Antoine, hein, je travaillais avec mon responsable d'exploitation qui est un peu psychopathe du point de vue scripting. Mais grâce à lui, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps, quoi. Ouais. Faites automatiser au maximum, c'est vraiment la façon de faire. Alors, juste avant de passer aux questions, l'événement en fait qu'on vit en ce moment, ce merveilleux moment qu'on passe, c'est le fruit du travail de beaucoup de personnes. Donc, je tenais à les remercier ce soir, Yorick par exemple. Qui serait mieux, je sais pas, ailleurs, quoi. Non, il est resté, et là, et encore, ce qui s'est passé, c'est qu'il sera là encore demain, mais voilà, il est resté. Je reste entre nous. Voilà, pour filmer, il y a Nico qui a pris les photos, il y a Sabri qui nous a fait ce fabuleux cocktail, il y a Chris, merci, parce que c'est aussi grâce à toi que l'événement a lieu. Voilà, il y a la com interne, la com externe, il y a les RH, il y a toute Viadeo, en fait, quoi. Donc voilà, je voulais les remercier ce soir. Par rapport à ça, je voulais remercier également Stéphane, Cédric, Marc, merci d'être venus. J'aurais pas pu parler pendant 4 heures en fait. Et puis ouais, merci à vous. Merci, voilà, merci. Combien de tables dans la base de données ont été migrées? Toutes les tables ont été migrées. Mais le nombre le millier de tables a été migré. Voilà, toutes n'ont pas été migrées en InnoDB, mais toutes sont passées en UTF-8. Voilà. Officiellement 4 semaines. Les scripts, en fait, c'était... alors, comment on a procédé? Je ne sais pas tout raconter non plus, parce qu'on n'avait que 30 minutes. Mais en fait, le principe, c'est... voilà. Le principe, donc, on a ça au départ, hein, ça, je reviens pas sur ce que j'ai dit. Le principe, en gros, tu as un cobaye. Voilà, le script, il va tourner en fonction, donc ça dépend des données. Le maximum, je crois que c'était une quarantaine d'heures, un truc comme ça, voire peut-être un peu plus, je ne me rappelle plus exactement des chiffres. Le minimum, donc sur d'autres clusters, ça pouvait être une douzaine d'heures, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis après, une fois que c'était OK, on faisait une sauvegarde de ça, puis on les clonait sur les autres machines. C'était beaucoup plus rapide. C'est vraiment lié au data en fait. Ouais. Ouais, ça c'est fait. Par contre, la première chose, tu peux le dire avant. Merci. Non, c'est génial, mais juste le problème de clé primaire, les 767 caractères, juste par curiosité, tu t'en es sorti comment? Parce que si tu as des clés primaires qui faisaient vraiment plus de 256 caractères, bon, c'est beaucoup pour une clé primaire, mais tu n'as aucun moyen de t'en sortir sauf récupérer tes données. C'est au cas par cas. Certaines fois, on a diminué la taille. D'autres fois, on a supprimé des données. C'est au cas par cas, en fait. Il n'y a pas de méthode miracle. Ouais, d'où la connaissance métier, parce que moi, je n'aurais pas pu le faire.
Mais voilà, une partie de l'équipe l'a effectué. En fait, c'est pas vraiment des clés primaires, c'est des index uniques. Non, on n'a pas eu de problème de clés primaires, c'est des index uniques par contre. Ça dépend. Après, il y a toute une histoire, quoi. Il y a toute. C'est un coup. Surtout quand tu viens d'arriver. D'autres questions? Ah. Et en fait, ça automatise tout le processus de failover, parce que le problème dans ça, c'est que les states s'arrêtent à des niveaux différents de l'application. Là, non, parce que parce que tu as pris les mesures et tu as loqué ton master, même tu n'es pas obligé de faire le flush table with, enfin, tu fais le flush table with tu n'es pas obligé de faire le star save ainsi. Il y a une écriture. Ouais, non, certes, l'idée c'était pas de savoir quand le serve avait rattrapé tout son retard, on était au courant, c'est dans le script il s'arrête, et dès qu'il y a un peu son retard, il continue. Oui, bon, c'est une bonne philosophie, sauf que tu forces à bloquer le master. Ah, tout à fait. Mais de toute façon, on avait prévu, je connais la machin, mais on avait prévu du temps pour ça. Oui, bien sûr, chez nous, on a fait un peu de boulot. C'est juste pour dire que ça existe, quelque chose qui automatise ce processus-là, de faire passer un save en master, c'est quelque chose qui est sur le marché aujourd'hui et qui est assez J'ai été à Londres le mois dernier, je crois, et s'il y a une présentation qui m'a plu, c'est bien celle-là. Effectivement, c'est un peu de produit. C'est vrai que ça m'a plu. On va le regarder. C'est en prod, Ben, merci.